Donc, bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer ce septième TD donc de Python. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat là pour me signaler que vous êtes bien là et que vous m'entendez bien. Et donc, si c'est le cas, je dis que sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Juste une petite info avant. Je pense que vous avez reçu le mail qui vous dit que vous avez a priori une évaluation écrite, là, le devoir sur table qui a été reporté, que merci Aymen, qui a été reporté, qui va normalement avoir lieu le 12 décembre. Hein, donc, pour l'instant, c'est prévu comme ça, donc on va considérer que ça va avoir lieu. Donc le 12 décembre, avec tous les chapitres de 1 à 7, hein, donc qui a priori comprend donc du coup ce chapitre-là sur les exercices avancés sur les listes et je préciserai même les avancés sur les listes. Et il y a aussi évidemment et les tuples. D'accord, donc qui était l'objet de votre dernier cours. Voilà, donc on va commencer en fait en regardant surtout les exos sur les tuples. Donc c'est parti. Hop. On va commencer donc par l'exercice sur les fractions. Alors les premiers exos qu'on va regarder, c'est évidemment, c'est pas vraiment l'exercice sur les listes, sur les où après il y aura pas de boucle dedans. C'est quand même des exercices très simples. C'est juste pour voir, pour réviser un peu, revoir comment manipuler les tuples. Donc je commence par l'exercice 4. Pourquoi de ce chapitre? Parce que les exercices 1 et 3 sont déjà corrigés, hein, comme je le dis. Et évidemment, comme je vous l'ai indiqué dès la première séance de TD au début de l'année, vous devez préparer le TD avant de venir, et donc j'imagine que vous avez tous déjà regardé les 3 premiers exercices à la suite du cours que vous avez eu sur le sujet. Donc ces 3 exercices sont corrigés, donc je n'y reviendrai pas. Évidemment, je suis toujours prêt à répondre aux questions qu'il pourrait y avoir sur ces exercices, s'il y a des choses que vous n'auriez pas compris. Mais donc du coup, on va attaquer les exercices qui sont non corrigés. Et en TME tout à l'heure, il y aura aussi des exercices non corrigés. Alors, c'est parti. Donc, exercice sur les fractions. Donc, dans cet exercice, on manipule des fractions rationnelles, oui, bon, enfin, en gros des fractions, hein, représentées par le tuple, donc tuple int int. Donc, en fait, là, comme il n'y a que deux éléments dans le tuple, c'est des couples, en fait. Hein. Jusqu'à maintenant, on avait vu les types simples, on avait vu comme type composé les listes, hein, on pouvait utiliser un certain nombre plein d'éléments du même type. Et là, les tuples, ça permet d'utiliser un nombre fixe d'éléments. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a que deux. Et bon, là, ils sont du même type, mais dans les tuples, il est possible qu'ils soient de types différents. Donc, par exemple, ici, la fraction 2 tiers hein, sera remplacée par le couple 2,3. Donc, la syntaxe, c'est ça. La syntaxe pour écrire quelque chose du type tuple int int, c'est ouvrir une parenthèse, on écrit un truc du type int, virgule, un autre truc du type int, et on ferme la parenthèse. Voilà. Donc c'est une syntaxe qui est quand même très simple hein, en Python. Alors il y a déjà une première question. Hein. Donc une fraction a sur b où a et b sont des entiers avec b non nul, ça représente un nombre rationnel. Donc on décline quand même cette représentation avec le même nombre rationnel peut être représenté par une infinité d'autres représentations. Alors évidemment vous connaissez déjà ça, hein, parce que le fait que les fractions on peut les simplifier. Donc par exemple le rationnel 1.5, hein, moins 1,5, on peut le représenter par 3,5, mais aussi par 6 quarts, 30 vingtièmes et à peu près tout ce qu'on veut à partir du, du moment que le rapport des deux nombres fait 2 tiers. Donc le 2 tiers est appelé fraction canonique ou irréductible de 1.5, de 1,5. Hein. Donc voilà, c'est ce que vous avez déjà vu depuis bien longtemps, hein, comment rendre les fractions rendre les fractions irréductibles. Donc à partir d'une fraction quelconque a sur b avec évidemment b différent de 0, la fraction canonique correspondante c'est a sur p et b sur p, où p est le PGCD. Donc pour 9 douzièmes, si on calcule le PGCD, on va trouver que c'est 3, et donc si on divise le numérateur et le dénominateur par 3, on va trouver la fraction qui est simplifiée et qui est irréductible. Donc on indique effectivement le PGCD de 9 et 12, c'est 3. Bon, alors tout ça, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème, hein, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Hein.
Hop, donc définir une fraction qui est donnée de alors définir une fonction, pardon. Donc on va devoir définir une fonction qui s'appelle fraction là, d'accord? Vous voyez que c'est en gras là. Donc qui étant donné, 2 nombres entiers a et b, avec b non nul, retourne la forme canonique, la fraction canonique a sur b, hein. Donc là, il y a des exemples, 9/12 ça doit donner 3/4, 12/9 ça donne 4/3, 1/80, 2/40 ça donne 3/4 et cetera, hein. Et on vous rappelle un truc là, le cours 3 il propose un calcul du PGCD. D'accord? Donc on va considérer que le PGCD, la fonction est déjà définie, hein, puisqu'on l'avait fait pendant le cours 3. Ce qui n'est pas le cas en général en contrôle, hein. En contrôle, vous n'avez pas le droit d'utiliser une fonction qu'on aurait définie en cours. Vous utilisez ce qui est déjà donné. Mais ici, là, explicitement, on nous dit, voilà, ça revient à nous dire, il y a une fonction PGCD qui existe, hein, utilisez-la, hein. D'accord? Ok, donc on est parti. Donc c'est l'exercice, c'était la question quoi? Ouais, 7-4, question 1. Hop. Alors, première question. Donc définir une fonction qui s'appelle fraction. Alors, hop, donc elle s'appelle fraction. Donc elle prend quoi en argument? Bah, une fraction. Alors une fraction, c'est, on va l'appeler f par exemple. Et donc son type, bah, c'est ce qui est écrit au-dessus, hein, c'est tuple de int et de int, hein, un couple de deux int, hein. C'est bien ça une fraction, hein. De manière formelle, c'est ça, hein. Le fait qu'on l'écrive 3 avec un trait et puis un 4 dessus, ça c'est notre écriture à nous. Mais en fait, il y a que deux informations dans une fraction, un numérateur, un dénominateur, hein. Donc soit le numérateur est là, le dénominateur est là. D'accord? Donc en Python, la représentation, c'est pas avec deux nombres les uns sur les autres, hein, évidemment. Petite flèche, et ça va nous renvoyer donc une fraction, mais irréductible, donc elle aura le même type, tuple de int et de int. On n'oublie pas les deux points à la fin, voilà. Alors, trois petits guillemets, y a-t-il une précondition? Oui. Alors du coup, je vais écrire précondition. Si je n'avais pas eu, j'aurais rien écrit, hein. Donc là, comme il y a une précondition, j'écris précondition, deux points. Et la précondition, c'est bah, que le dénominateur de f doit être non nul. Ouais, b différent de 0. Mais là, tu dis b, mais effectivement, mais là, le problème, c'est que b, comme tu l'indiques ici, il n'existe pas en fait. Alors attends, parce que peut-être que j'ai mal lu la question. Ah non, oui, en fait, non, je suis en train de faire un truc. Là, en fait, en argument, une fraction elle donne en entrée, c'est deux entiers. Donc tu fais bien de dire b différent de 0, comme ça me fait. Enfin, Supramax et Aymen, merci de me dire ça, parce que du coup, je relis l'énoncé, et là, je me rends compte qu'effectivement, ça prend deux entiers en réalité, hein. Donc on va corriger. Donc ici, il n'y a pas de f, hein, je vais effacer. Il y a pas, ça prend pas en entier un tuple, hein, c'est en retour que ça va prendre un tuple, hein. D'accord. Bon, c'est une manière de faire. Ça permet de créer les fractions, hein. Ça permet de créer une fraction à partir de deux entiers, et ça la met directement sous forme irréductible, hein, pas sous forme canonique. Alors, donc du coup, il y avait un entier. Je continue de faire du C comme d'habitude. Un entier A, deux points, qui est un int, et un entier B, deux points, qui est un int aussi. Voilà. Précondition du coup, B différent de 0. Voilà. D'accord? Et Supramax, tu as écrit ça parce que. Comment on fait avec tuple? Ah bah là, on sera embêté pour écrire la précondition de manière simple, hein. Si c'était un tuple, moi, enfin, s'il s'appelait F, j'aurais écrit, bah, j'aurais peut-être écrit B différent de 0 avec A virgule B égale F. Tu vois, un truc comme ça, Supramax. Voilà. Je pense que ça arrivera assez peu souvent, mais voilà une manière de faire. Donc du coup, on serait obligé d'écrire un petit truc en français comme ça, quoi. Alors qu'en général, ce qui est recommandé, c'est pour les préconditions d'écrire vraiment une expression qui soit du Python complètement correct, quoi. Salut Draven, hein, t'arrives un peu en retard, hein. Hop, donc hop, j'espère que ça c'est bon. Voilà, précondition ça. Ah, et en contrôle,
vous écrivez pas le retourne tout bidule, quoi. Vous pouvez vous arrêter là, quoi. OK? C'est pas la peine de ah OK, mais alors j'ai un petit problème là, c'est que hop, voilà, vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Alors on poursuit, donc précondition, donc il me l'a virée, je vais la remettre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc j'ai 8 B différent de 0. Voilà et on ferme ça. Hop, donc c'est parti. Donc on doit la première chose qu'on va faire, on va dire que le PGCD, que je vais appeler P, qui est un entier, je vais initialiser avec PGCD de A et de B. Alors la question c'est le PGCD, comment il était foutu? Parce que dans le ouais. Alors si je rappelle un peu comment était fait PGCD, dans la question, hop, je me remets là. OK, il y a un léger décalage entre ce que je suis en train d'écrire et ma manière de parler, mais, on reviendra au truc après. Oui, si je regarde l'énoncé, à nouveau, on nous dit le cours 3 propose une fonction de calcul de PGCD de 2 entiers et cette fonction PGCD du cours 3 en fait, elle a une précondition ici, c'est que A doit être supérieur ou égal à B, hein, parce que c'est un calcul du PGCD par soustraction et tout ça, quoi. Donc comme il y a cette pré donc si vous allez voir, il y a cette précondition-là. Donc le problème, c'est que là, nous, dans nos fractions, on n'a pas forcément cet ordre-là. Donc on va devoir faire un petit test pour, l'utiliser correctement. Bon, c'est pas vraiment lié à cet exercice-là, mais du coup, on va le faire. Donc on va faire un P, donc je vais déclarer un P, donc de type entier. Pour l'instant, je vais pas lui donner de valeur et je vais dire si donc A est plus grand que B, donc qui était la précondition de PGCD, à ce moment-là, je vais dire que P vaut PGCD de A et de B, voilà. Sinon else, 2 points, je vais dire que P, c'est le PGCD de B et de A, hein. Comme ça, s'ils sont dans un ordre différent, on va le faire comme ça. Bon, ça c'est juste du détail si on allait regarder un peu la fonction PGCD, comment elle était faite, hein. Mais si c'était en contrôle, on vous aurait fait refaire la fonction PGCD juste avant, hein. Donc vous auriez eu tout de suite sous les yeux la condition. Et donc, return. Alors, je dois retourner ici un tuple de 2 entiers. Donc si c'est un tuple de 2 entiers, déjà c'est un tuple de 2 choses, c'est ouvrir une parenthèse, une virgule, fermer la parenthèse. Et on va écrire les 2 choses ici. Donc la chose qui est ici, ça doit être le numérateur. Donc le numérateur de la fonction simplifiée, donc la fonction non simplifiée c'était A, et de la fonction simplifiée c'était A divisé par P, hein. Et l'autre, donc du coup, c'est le dénominateur, c'est B divisé par P. Alors notez bien qu'ici, hein, c'est une division entière, hein. Donc la division entière, c'est le double slash. Vous n'oubliez pas qu'elle existe, hein, j'ai vu dans les contrôles, enfin dans les devoirs, dans le devoir à rendre, il y en a plein qui ignorent ça et qui me font des flors enfin des parties entières en passant par les flottants, enfin c'est complètement, faut pas faire comme ça, hein. Quand vous voulez faire une division de 2 entiers et obtenir un entier, vous utilisez la double barre et puis c'est terminé, il faudrait que ça rentre, hein. Et puis, de toute façon, vous avez même pas à le savoir par cœur, c'est écrit sur votre carte de référence. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que ça existe. Et si jamais vous avez un doute, il y a juste à vous vous souvenez plus que c'est double slash, hein, quoique maintenant vous devriez le savoir quand même à force de pratiquer. Bah, vous avez juste à regarder la carte de référence et puis vous êtes fixé, hein. Voilà. Donc ça, si dans un contrôle, si, enfin on contrôle quand on vous demande d'écrire la fraction machin, voilà ce qu'il faut écrire. Donc on écrit, donc la signature, les préconditions. S'il y a pas de préconditions, on n'écrit rien. Vous pouvez ouvrir les 3 guillemets et les refermer, hein. Vous n'avez pas à écrire retourne, la fraction, simplifiée de non, vous n'avez pas à écrire ça dans les contrôles, hein. C'est une perte de temps, hein, parce que ça consiste en gros à recopier l'énoncé, hein. Ça ne vous rapporte aucun point de le faire, hein. Donc ne perdez pas de temps à faire ça, il ne faut pas le faire. Les préconditions, oui, hein, si vous ne les faites pas, ça vous perdez des points. Ça, la première ligne, là, il faut aussi la faire correcte, hein. Si vous ne les faites pas correctes, vous perdez des points. On peut return 2 choses à la fois, mais là on ne retourne pas 2 choses à la fois. Je vais revenir à ça, je continue juste là. Donc vous écrivez le corps de votre fonction,
et après return. Mais là, je return pas deux choses, là. Ça, je retourne une seule chose. Une seule chose qui commence à l'ouverture de cette parenthèse et qui se termine à la fermeture de cette parenthèse, hein. C'est une seule chose qui s'appelle tuple de, attends, il était là, qui s'a qui s'appelle tuple de entier-entier, hein. Donc c'est une seule chose qui est du type tuple de entier-entier, hein. La même chose que quand on disait on retournait des listes, bah, ça vous avait pas posé problème que c'était qu'une seule chose la liste. Alors même si elle est composée elle-même de plusieurs éléments, quand on renvoyait une liste, bah, on renvoyait qu'une seule chose, hein. Donc évidemment, on en renvoie toujours le return, c'est toujours qu'une seule chose. Mais maintenant qu'on a vu les tuples, on voit qu'on peut renvoyer qu'une seule chose qui est un couple, hein, par exemple. Voilà. Donc si on vous demande d'écrire la définition, il y a juste ça à écrire, c'est tout. Voilà, c'est tout. Là, ce que je vais faire maintenant, voilà, Emerson, c'est exactement ça, quoi. Merci de confirmer ce que je dis. Donc, Exxon, oui, en plus, je me suis trompé de. Alors maintenant, là, ce que je vais écrire, normalement, ça c'est pas demandé, mais on va le faire quand même. Si on doit écrire des tests, parce que là, si vous le faites sur Mister Python, vous êtes obligé d'écrire des tests, hein. Donc des tests comme ça, si vous avez besoin de les écrire dans le contrôle, on vous les demandera explicitement. On vous demandera écrire un jeu de test, hein. Là, c'est pas demandé, mais je le fais quand même, hein, d'accord? Mais que ça soit bien clair que là, c'était pas demandé. Donc assert, donc fraction, par exemple, fraction de 4,6, hein, égale à 2 tiers. Voilà, par exemple. Assert, fraction de, je sais pas, 120e, là, égale à, donc 10 sur 2, 5 sur 1. Voilà, par exemple. Puis on peut faire un exemple où il se passe rien, en fait, quoi. La fraction est déjà irréductible. Fraction de 1 demi, voilà, c'est 1 demi. On va toujours faire des petits cas un peu limites comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pas demandé. Là, ça, il faudrait l'écrire seulement si il y a une question dans laquelle on veut dire écrire un jeu de test. Voilà, donc ça c'était simple. J'ai passé quand même beaucoup de temps juste pour que ça fixe les idées là pour commencer à voir. Donc là, on a vu la première chose, c'est comment retourner un tuple. Donc comment construire un tuple. Construire un tuple. Comment on fait ça? Bah, on ouvre une parenthèse et on écrit des éléments dedans, quoi. Voilà. Donc le fait d'écrire ça, j'ai construit un tuple. Un tuple qui est de quel type? Eh ben, il est de type tuple avec un T majuscule, tuple, un crochet. Le premier élément, c'est un int. Le deuxième élément, c'est un str. Et le troisième élément, c'est un float. Voilà. D'accord? Donc quand on écrit ça, on a écrit un truc de ce type-là. Voilà. Donc c'est juste pour revoir ça, là, juste à travers ce petit return. Question suivante. Question 2. Proposer une définition de la fonction fracmult qui retourne la multiplication de deux fractions. Excusez-moi, j'ai un petit truc. Hop, petit problème technique. Hop, tac. Ouf, c'est mieux. Alors, et je suis pas écrit T. Non, T c'est le type générique en fait, hein. Donc c'est le type qu'on donne quand, par exemple, on fait des fonctions on n'a pas besoin de connaître explicitement le type. Par exemple, la longueur d'une liste, bah, ça peut être une liste de n'importe quoi, c'est là où on utilise le type T, hein. Ce qu'on veut dire que ça marche pour n'importe quel type. Bon, question de proposer une définition de la fonction fracmult. Alors j'espère que vous voyez bien que c'est écrit en gras là, donc ça nous dit bien que c'est le nom de la fonction frac underscore mult qui retourne la multiplication de deux fractions f1 f2 sous forme d'une fraction canonique. Donc voilà, donc fracmult de 3 quarts et 8 quarts, ça va donner 3 demi. Voilà, comment on fait une multiplication de deux fractions? Bon, je vais redire rapidement quoi. Bon, 3 quarts fois 8 quarts, bah en fait on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, hein. Donc ça fait 24,
Et 4 fois 4, ça fait 16. 24 16e. Et si je le réduis, hein, a priori, ça va donner 3,5. Bon. Alors, comment on va faire ces différentes étapes? Bon, quelle est la partie chiante là-dedans? C'est multiplier les numérateurs entre eux, c'est pas très compliqué. Multiplier les dénominateurs entre eux, c'est pas très compliqué. Bon, ce qui est un peu pénible, c'est de réduire le dénominateur. Or, on vient de le faire en fait dans la question précédente. On a déjà fait un truc qui construit une fraction directement avec sous forme irréductible. Donc, évidemment, comme on est dans le même exo, on va réutiliser la fonction qu'on a fait juste avant, quoi. Il y en a encore plein qui n'ont pas ce réflexe de réutiliser ce qu'on vient de faire avant, mais évidemment, dans un même exercice, les questions, elles peuvent être liées entre elles, hein. Et donc, il faut réutiliser la fonction précédente, quoi. Et c'est encore plus recommandé, je dirais, de réutiliser la fonction précédente, c'est que si la fonction précédente, vous l'avez fait, c'est faux, et là, si vous faites juste en appelant la fonction précédente, eh ben, vous en aurez tous les points. D'accord? Parce qu'on suppose dans la question 2 qu'on a bien fait la question 1, quoi. Et donc, la fonction. Voilà. Et donc, si vous n'aviez pas réussi la question 1, si vous aviez complètement séché sur la question 1, vous aviez passé, bah, c'est pas la peine d'arrêter tout l'exercice. Vous passez la question 2 et on va réutiliser la fonction qu'on a vue précédemment, qui est fraction. Donc, en fait, là, pour ce lien-là, on va utiliser la fonction fraction qu'on a vue tout à l'heure, quoi. Donc, c'est une fonction qui prend deux entiers. Donc, fracmult, c'est parti. Donc, là, on nous demande seulement la définition de la fonction, hein. On ne nous demande pas de. Mais comme c'est habituel, on ne nous demande pas le jeu de test, hein. Donc, on est parti pour définir la fonction. Fracmult. Alors, question 2. Def frac underscore mult. Donc, ça va prendre deux fractions. Alors, deux fractions, c'est de type. Voilà, on va les appeler f et g. F, donc de type tuple, int, int. Bon, alors là, je commence à me rendre compte que c'est un peu pénible d'écrire tous ces trucs-là comme ça. Bon, pour l'instant, je vais le faire parce que c'est le premier exo. Mais on verra qu'on pourrait redéfinir le nom des types, hein. G de point tuple int int. Voilà, hop, deux points. Non, pas deux points, je fais un peu vite là. Petite flèche, tuple int int. Fermez le crochet, deux points. Voilà, j'ai tout bien serré comme il faut pour que ça rentre. Alors, fracmult. Donc, je dois faire la multiplication de f par g. Alors, le truc, c'est que comme j'ai des tuples ici, il va falloir commencer par les décomposer. Bon. Alors, évidemment, on va quand même écrire une des préconditions. Précondition. Alors, je pourrais dire que f et g sont des fractions, hein. Parce que, évidemment, des couples de deux entiers, ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être aussi des points représentés dans le plan ou des choses comme ça, quoi, hein. Vous voyez? Bon. Donc, f et g sont des fractions. Bon, là, il n'y a pas vraiment. Voilà. Donc, du coup, ça me permet de dire qu'elle ne peut pas avoir un dénominateur qui est nul, quoi. Voilà. Donc, j'écris pas le return toujours parce que je m'imagine que je suis en contrôle et que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ok. Donc, on va commencer par. Peut-être qu'on va directement le faire. Bon. Alors, l'idée, c'est que pour multiplier les numérateurs entre eux de f et g et le dénominateur entre eux de f et g, eh ben, va falloir décomposer les tuples, hein. Alors, comment on décompose les tuples? Bah, c'est simple. Donc, f, je voudrais donner son numérateur à son dénominateur. Bah, on va faire ça comme ça. Donc, je vais les appeler nf, numérateur de f, dénominateur de f, reçoit f. D'accord? Donc, ça, c'est la syntaxe pour décomposer les tuples, quoi. Donc, ça veut dire quand on écrit un truc comme ça, deux trucs avec des virgules là, ça veut dire que f est un tuple. Le premier élément du tuple, je vais le mettre dans cette variable-là qui s'appelle nf. Et le deuxième élément du tuple, là, je vais le mettre dans le df qui est ici. Donc ça me permet de récupérer le numérateur et le dénominateur de f, et je fais pareil pour g. ng, dg, dénominateur de g, reçoit les éléments de g. Vous n'avez pas besoin, dans le cas des tubes, vous n'avez pas besoin de les déclarer, donner le type de NF et DF ou de NG et DG parce que voilà, on estime que on les connaît les types, hein, et on peut les déduire facilement ici. Donc il n'y a pas besoin de les déclarer. Donc maintenant c'est bon, j'ai tout le monde. Du coup maintenant il faut que je forme une fraction avec le produit dénominateur et le produit dénominateur et qu'ensuite je la simplifie. Bah, autant directement
bah, appeler notre fonction fraction qui construit des fractions et les met directement sous forme irréductible. Donc return fraction qui est la fonction qu'on avait fait précédemment, donc réutilisation de la fonction. Donc les numérateurs entre eux, nf fois ng, et les dénominateurs entre eux, df fois dg. D'accord? N'oubliez pas que c'est une étoile pour multiplier. C'est pas Voilà, terminé. Hop, j'ai tous les points. Bon, il faudrait que je me relise quand même, quoi. Donc c'est bien des tuples, ok, j'ai mis la petite flèche, les deux points là. Là, j'ai bien fait mes décompositions. Voilà, c'est bon. Bon, alors si je voulais faire un jeu de test, bah, j'écrirais assert. Je le collerai au même niveau que le def. Donc ça, c'est seulement si on me le demandait. Assert, je vais prendre cet exemple-là. 3 quarts, 8 quarts. 3 quarts, 8 quarts et 3 demi. 3 quarts, hop, 8 quarts, et ça doit me donner 3 demi. Voilà, bon, etc. Vous pouvez prendre les autres exemples pour les tester, quoi. D'accord? Donc ça me permet de dire aussi quand vous refaites les exos chez vous, notamment peut-être des exercices corrigés ou si vous refaites des exos, par exemple du devoir sur table, quoi. Quand vous les faites dans Mister Python avec les bons asserts ici, vous savez si votre truc il est correct ou pas, quoi. Sur les exemples évidemment des asserts, mais s'ils sont assez représentatifs, ça va quand même de donner une bonne chance une idée que effectivement votre fonction elle est correcte, quoi. Donc c'est quand même un immense avantage sur les autres matières que vous avez là à la fac, c'est que vous n'avez pas besoin d'un prof pour corriger vos exos, quoi. La machine, elle est là et elle vous corrige vos exos. Elle vous dit, Mister Python, il vous dit si ça va pas ou ça va pas. Et il vous même donne même éventuellement des indications. Alors, merci Hello Supan, là, je suis pas relu encore, quoi. C'est une question rhétorique, hein. C'est-à-dire que, hop, ouf, mais juste en me relisant, hop, j'aurais trouvé la petite erreur. Voilà. Ok, donc on va essayer d'avancer un peu plus vite là, parce qu'on a déjà passé une demi-heure là-dessus. Tac. Alors, en utilisant, là, il précise en plus, en utilisant FracMul. Alors ça, dans mes interros, je l'ai fait. Dans les premières interros, à chaque fois, je lui demandais en utilisant la fonction machin, en utilisant ceci, et il y en a plein, ils s'en foutent. On se demande s'ils lisent les énoncés ou pas, quoi. Mais quand il y a marqué en utilisant, ça veut dire que vous êtes obligé de l'utiliser, quoi. Donc même si vous avez une super autre solution que vous adorez, vous devez faire avec ce qu'on vous dit de faire, sinon vous n'aurez pas les points, quoi. Si votre but c'est pas d'avoir les points, c'est tout à fait possible, quoi. Mais en général, l'objectif dans le contrôle, c'est d'en avoir un max, hein. Donc, en utilisant FracMult, donc là, je sais que je serai obligé d'utiliser FracMult. Et en plus, ça me donne une indication sur le fait sans doute en fait que c'est plus simple de résoudre le problème en utilisant FracMult, hein. Donc, proposer une définition de FracDiv, la division de deux fractions rationnelles. Bon, alors dans mon brouillon, je vais regarder comment je fais. Donc, je devrais diviser 3,5 divisé par 4 cinquièmes, là. Bon, comment on fait ça? Bah, vous avez vu ça depuis le collège, quoi. On multiplie par l'inverse de la seconde, quoi, par 5 quarts. Bon, il faut évidemment que les demi-heures soient non nuls, hein. Voilà, donc on a juste à multiplier par l'inverse de la seconde pour donc poser et diviser deux fractions. Et donc c'est là qu'on va utiliser FracMult. Bon, donc tout ce qu'on aura à faire ici, c'est juste commencer par inverser la fraction. Et pour pouvoir inverser la fraction, il faut évidemment qu'elle soit non nulle. Voilà. Donc c'est parti, question 3. Hop, def fracdiv. Vous voyez, hein, sur mon brouillon, j'ai juste écrit l'essentiel des choses juste pour dégrossir le problème. Et une fois que je sais que j'ai la solution, je passe à l'écrit directement, quoi. Donc, ça sert à rien d'écrire intégralement votre fonction sur le brouillon pour ensuite la recopier sur le machin. Dès que vous avez fait suffisamment le travail au brouillon, vous avez réglé tous les problèmes et que dans votre tête c'est clair que vous passez directement à l'écrit. Fracdiff. Alors, il faut deux fractions, une fraction f, donc de type tuple, de int, une fraction g du même type, int, voilà, et ça envoie un tuple de int et de int. Hop, tac, 2 points.
Alors, il y a une précondition évidemment. Donc, on va dire des. Bon, voilà. On va dire que. Allez, f et g sont des fractions. Et le numérateur de g est non nul. Voilà. Bon, j'écris pas le return tout ça parce que je suis en contrôle. Alors, c'est parti. Donc, ce qu'il faut, alors f, on peut le garder inchangé. Voilà. Par contre, g, il faudrait que je l'inverse, hein. Donc, je vais définir tout d'abord le dénominateur de g, enfin, le numérateur et son dénominateur. Donc, numérateur de g et dénominateur de g, hein, reçoit les éléments de g. Donc, je n'ai pas besoin de le faire pour f, hein, parce que f, on ne va pas la changer. Et ce que je vais dire ensuite, c'est return. Voilà. Donc, fracmult de. Alors, c'est la multiplication de f, donc j'aurais écrit f, et de l'inverse de g. Et donc, l'inverse de g, c'est le couple dg ng. Voilà, et je ferme la parenthèse de la fonction. Voilà, tout simplement. D'accord? Vous aurez pu faire quelques intermédiaires supplémentaires, mais là vraiment, c'est la manière la plus concise de le faire. D'accord? Donc, c'était quoi le but de ces deux dernières questions? C'est vous montrer, hein, la décomposition d'un tuple, hein. Donc, dès que vous avez un tuple avec un certain nombre d'éléments, donc par exemple n éléments, bah, vous écrivez n variables séparées par des virgules comme ça, égale, et ça va vous récupérer les éléments du tuple. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième manière. Donc là, dans FracDiv, ici, on a bien le résumé des deux choses à savoir sur les tuples. Comment les décomposer ici? J'ai un tuple ici, je le décompose dans ces éléments. Et comment le reconstruire? Bah, j'ouvre une parenthèse et je mets ces différents éléments séparés par des virgules et je ferme la parenthèse. Voilà. Tout simplement. Donc là, on a vu tout ce qu'il y avait à savoir a priori sur les tuples. Il y a aussi bon, on va peut-être le revoir dans un des exos. On aura aussi le fait de pouvoir faire un for. Si on a des listes de tuples, for les éléments du tuple. Par exemple, si on avait affaire à une liste de fractions qui s'appelait grand L, qui s'appelait grand élève, liste de fractions, si on voulait les parcourir, on pourrait dire for des, enfin, par exemple, for num den in machin. Voilà. Et donc, du coup, ça nous parcourrait toutes les, euh, toutes les fractions qui sont dans LF là, et ça les décomposerait directement en numérateur dénominateur. On va voir peut-être plus tard si on a un petit exo. Mais voilà, donc sur les tuples, c'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Il n'y a rien de plus, hein. Et évidemment, savoir écrire tuple avec un T majuscule et puis les différents types entre les crochets. Voilà. Ah non, il y avait une question 4. Bon. Mais bon, ça n'a toujours pas de liste, hein. Alors, question 4, la somme de deux fractions est obtenue par la formule suivante. Donc, la somme des fractions, c'est ça qui est le plus compliqué parce qu'en fait, il faut réduire au même dénominateur. Et là, comme on les veut déjà simplifiés, a priori, on va utiliser ici le PGCD, pardon, le PPCM, le plus petit multiple commun. Et là, on vous donne le plus petit multiple commun. Donc, si on vous le donne ici, c'est pour l'utiliser, hein, d'accord? On n'a même pas besoin vraiment de regarder ce que ça fait, bon, ça utilise la fonction PGCD. Mais ça, c'est si on voulait le faire sur machine. Mais là, en réalité, voilà, on vous la donne. PPCM est donné, donc dans la réponse, on va l'utiliser, hein, on ne va pas recopier ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, proposer une définition de frac add qui retourne la fraction canonique représentant la somme de deux fractions. Alors, mes fractions ici, bon, je vais faire comme d'habitude, je vais les décomposer, hein. Donc, j'aurai numérateur de A sur des numérateurs, j'aurai deux fractions, f et g, évidemment, comme d'habitude. Et ce que je vais faire, c'est f plus g, hein. Bon. Et f, je le décomposerai en numérateur de f, dénominateur de f, plus numérateur de g sur dénominateur de g. Voilà. Je vais calculer un p qui sera le PPCM de f et g. Non, pas de f et g.
des dénominateurs. Donc du dénominateur de f et du dénominateur de g. Et une fois que j'aurai fait ça, bah, j'aurai juste à faire un truc dans lequel effectivement j'aurai une fraction dans laquelle le numérateur, d'après la formule qui est indiquée ici là-haut, eh ben, le numérateur ça va être, juste sur copie, a fois p divisé par b, bah, p divisé par, alors p, ouais, et le a en fait moi il s'appelle nf, hein, voilà, et b a priori c'est df, dénominateur de f, plus, donc j'ai fait donc ça c'est pour le numérateur, hein, et plus, alors le c pour moi c'est numérateur de g fois le p et division entière, hein, et je mets division entière parce qu'évidemment c'est divisible, hein. Un nombre est divisible par son multiple, hein. Et divisé par d, et pour moi d c'est dg, dénominateur, ouais. dg, voilà. Donc ça serait pour le numérateur, et le dénominateur c'est p, voilà. Donc voilà, sur mon brouillon, hein, ça me suffit, hein. Voilà, j'ai analysé tout mon problème, donc je sais que va falloir faire une fonction qui prend f et g en argument, les décomposer comme ça avec la décomposition des tuples, calculer le PPCM et faire le return de ça. Donc voilà, là j'ai tout fait, je peux passer au propre, hein. Alors on passe au propre, question 4. La fonction s'appelle, comment ils veulent qu'on l'appelle? Frac add. Alors def frac underscore add, qui prend deux fractions. Alors une fraction f de type tuple, de int et de int. Une fraction g de type tuple, de int et de int. Envoie un tuple, de int et de int. Deux points. Précondition, f et g sont des fractions. Donc sous-entendu, elles ne peuvent pas avoir un dénominateur qui est nul, voilà. Alors je fais ce que j'ai dit sur mon brouillon, hein. Je commence à décomposer f et g par son numérateur nf, ng, voilà. Donc ça c'est les éléments de f, hein. Non, nf, c'est df, voilà. Ng, dg, c'est les éléments de g. J'ai besoin maintenant en regardant sur mon brouillon, du PPCM, donc P, 2 points, un entier égal. Là, je suis obligé de, hein, je suis pas en train de décomposer un tuple, hein, donc là, je suis obligé d'écrire son type, hein. P2.int, c'est le PPCM des deux dénominateurs, donc de df et dg. Voilà, et ensuite, directement, return, avec la formule que j'avais trouvée, donc numérateur de f, numérateur de f fois p divisé par df, hein, par le dénominateur de f. Alors, je mets une parenthèse ici, hein, parce que je commence à faire un couple, plus numérateur de g fois p divisé par dénominateur de g. Il y a un bug, hein, dans ce truc. Vous trouvez pas, non? Non, tout le monde est d'accord avec ça? Bon. Si, parce que ouais, on les réduit directement au dénominateur, c'est pour ça. NG sur DG, non, c'est bon. Ok. Hop, voilà, et puis 2P. Voilà. Hop. Et je ferme mon tuple. Voilà. Donc ça serait le numérateur de la fraction si on l'avait réduit avec le dénominateur P, hein. Et là, pareil.
Voilà, n'oubliez pas les doubles slash ici. Évidemment, il faudrait écrire le jeu de test derrière si on nous le demandait, hein. D'accord? Et en contrôle, en général, si on ne le demande pas, on ne le fait pas. D'accord? Et donc là, il n'y a pas besoin d'écrire ici frac. Pourquoi? Fraction, pardon. Parce qu'on sait, a priori, ah non, il se pourrait qu'elle soit, ouais, je suis en train de me le redire là. Il se pourrait que, suivant là, effectivement, le nouveau numérateur qu'on a ici, ça soit simplifiable encore une fois avec P, hein. Donc du coup, je corrige, hein, c'est un truc que j'ai pas vu sur mon brouillon. Donc on va corriger, on va faire, elle est peut-être pas irréductible exactement, ce que Supramax, ce que je suis en train de dire là. Donc elle est peut-être pas irréductible, donc hop, magie return, fraction, et là, double parenthèse. Voilà. Et évidemment, je réutilise, hein, les trucs que j'ai déjà, hein, comme évidemment fraction. Ok, donc on est bon pour cet exo, on y a passé largement du temps, 45 minutes, c'est ce qu'il faut quoi. On va passer à l'alignement des points. Ok, l'exercice numéro 5. Voilà, c'est l'exercice suivant. Donc le but de cet exercice est vérifier qu'une liste de points ne contient que des points alignés. Alors le type point, c'est défini dans l'exercice par un couple d'entiers, hein. Et on décide seulement de faire des points avec des coordonnées entières, hein. C'est délibéré, c'est ce qui est écrit ici pour éviter les problèmes d'arrondi. Donc formellement, on va définir le type point comme tuple de int. Là, tout de suite, vous remarquez la chose suivante, c'est que tuple de int, c'est déjà le même type que pour les fractions. Donc tuple de int, c'est pas seulement fait pour faire des fractions. C'est pour ça que moi, dans les préconditions, j'écrivais est une fraction, hein, sous-entendu que les dénominateurs étaient non nuls, hein. Donc point, c'est un autre type qui effectivement qui a le même, c'est le même type en fait, mais c'est le fait, c'est sa manière, la manière dont on va l'utiliser qui va lui donner du sens. C'est les fonctions qui vont agir dessus qui vont lui donner du sens. Et là, on voit qu'on peut définir un nombre, parce que ça me démangeait pendant tout l'exercice précédent d'écrire fraction égale tuple de int pour éviter d'avoir à écrire à chaque fois, là c'était quand même super pénible, d'avoir à écrire ça et tout ça. Si j'avais défini au-dessus fraction égale tuple de int, bah là, je me serais pas embêté. Là, à chaque fois, j'aurais créé fraction ici et fraction ici, et ça aurait été quand même beaucoup plus simple, hein. D'accord, enfin, beaucoup plus rapide, quoi, hein. D'accord. Ok, hop, je repasse là. Donc, tester alignement 2 points. Donc, on vous dit deux choses. Ah, voilà, ouais, c'est parti. Alors, je vais juste faire un petit coup de ça, juste pour être sûr que je vais pas avoir de soucis. Tac. Ok. Donc, alors, donner la spécification de la fonction Python de vecteur, hein, tel que vecteur de P1 P2 envoie le couple de coordonnées du vecteur par des fois formés par P1 et P2. Bon. Donc, les couples de coordonnées, différences d'abscisse, différences de journée, donc effectivement, ça va être aussi un tuple de init. En gros, les points, c'est juste des sortes de vecteurs particuliers. Bon, alors, question 1 de l'exercice 7.5. 7.5, exo. Voilà, premièrement. Donc, la fonction, on a de l'appeler vecteur. Alors, def vecteur. Alors, on dit que c'est une fonction qui prend 2 points. Bon, A, point. B, plus propre. B, point. Et ça renvoie un vecteur. Bon, on va dire c'est un couple de coordonnées comme ça, hein. Bon, alors c'est parti, hein. Donc, à partir de 2 points pour faire un vecteur, hein, on soustrait les abscisses, on soustrait les ordonnées, ça va pas être très compliqué, hein. Alors, bon, il n'y a pas de précondition là. Je mets ça comme si j'avais écrit le return qui manquait, quoi. D'accord? Donc là, il n'y a rien à écrire a priori, hein. Écrivez pas de précondition avec rien derrière. S'il n'y a pas de précondition, vous écrivez rien. Alors, voilà. Et donc, return. Alors, il faut déjà décomposer les. Ouais. Il faut récupérer les abscisses et les ordonnées, hein. Donc, on va dire absa
ord A reçoit les éléments de A. Abs B, ord B reçoit les éléments de B. Leur abscisse est ordonnée. Et ensuite, directement, return. Donc, je recrée un tuple de int int, hein, qui est mon type de retour ici. Return. Du coup, il faut mettre 2 points. Il faut mettre point. Point tuple de int. Ouais, point tuple de int, hein, là, de toute façon, c'est écrit. À chaque fois que vous avez un truc comme ça où c'est grisé, là, vous voyez que c'est grisé ici, et puis vous avez ça en police monospace, là, un truc écrit comme ça, c'est un truc que si vous le faisiez dans Mister Python, vous l'écririez. Ouais. D'accord? C'est pour définir le type point, à donner un nouveau nom, hein, c'est un alias, un nouveau nom à ce type-là. Donc il faudrait l'écrire, évidemment, quoi. Mais là, il est dans l'énoncé, donc moi, j'ai pas besoin de le réécrire. Donc return le couple, donc la différence des abscisses, abs B, oui, Rebecca, oui, effectivement, mais ça fait valeur absolue, mais bon, ça fait aussi abscisse, moi, je trouve. Peut-être que c'est la valeur absolue qui fait abscisse. Hein. C'est bon, c'est juste des questions de nom, ça, c'est pas très important. Les noms que vous que vous donnez, c'est bien qu'elles sont. C'est pas très gênant, Rebecca. Hein, les noms c'est pas complètement débile non plus comme notation. Et puis avec le contexte avec coordonnées derrière, a priori, on comprend. Quoi. D'accord? Peut pas y avoir de confusion avec la fonction valeur absolue, hein, qui est d'ailleurs n'est pas dans votre carte de référence. Mais si elle l'était, il y aurait pas de parce que là on voit très bien que c'est bien une déclaration de variable. Voilà, donc je renvoie le couple, différence des abscisses, différence des ordonnées, hein, dans ce sens-là, B avec B moins. Bon, et si vous auriez pu faire XB pour Rebecca, là, toi tu pourrais changer en mettant XA, YA, XB, YB, voilà, XB, faire comme ça. Peut-être que ça marche mieux comme ça. Je le dis à l'oral pour les autres aussi, hein, YB moins YA. Voilà. C'est comme ça que vous le voyez en maths, c'est plus simple. On pourrait faire un petit jeu de test aussi. Alors, Eva, elle est sur une carte de référence, la valeur absolue. Alors, c'est peut-être une affirmation, oui, on peut regarder. Hein. Tuc. Alors, voyons voir. Bah, je la vois pas. Je sais pas où vous la. Alors, si c'était une question, Eva, il fallait mettre un point d'interrogation. Mais moi, je ne vois pas de. J'affirme qu'elle est à fonction arithmétique. Ok, d'accord. Et après, il y a les fonctions diverses, et les fonctions de conversion, et les fonctions arithmétiques de base au début. Alors, fonction arithmétique, ouais, il y a valeur absolue, tout à fait. Ok, merci Eva, et Supramax aussi de préciser. Oui, donc elle y est, mais de toute façon, là, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Il y a un truc qui s'appelle pas abs, il s'appelle absa. Voilà. Mais comme je dis, hein, vous pouvez le faire valeur. Vous pouvez faire valeur absolue. Hein. Mais moi, il s'appelle absa, il s'appelle pas abs, donc il n'y a aucune confusion possible. Quoi. Pardon. Hop. Donc voilà, on écrirait les asserts aussi là si on avait le temps. Mais comme c'est pas demandé dans les contrôles, je ne fais pas là. Donc donner une spécification et définition en Python de la fonction aligne, telle que aligne P1, P2, P3 renvoie un booléen true si les 3 points sont alignés et faux sinon. Donc on rappelle que 3 points sont alignés si les deux vecteurs sont collinéaires. Bon, très bien. Alors, on va regarder sur ces exemples-là. Hein. Donc toujours très important de comprendre les exemples avant de se lancer. Donc aligne, évidemment, là on nous dit, on rappelle que 3 points sont alignés si les deux vecteurs sont collinaires, donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est faire des vecteurs. Hein. Et les vecteurs, on va pas les refaire nous-mêmes, on va pas les refaire à la main, on va réutiliser évidemment la fonction précédente, toujours réutiliser les fonctions précédentes si c'est possible. Donc on va faire en gros, sur mon brouillon là, on va faire un vecteur, voilà, on va V1 et V2 là. Bon, pour l'instant, j'écris pas les types, hein, parce que je suis en train de juste sur mon brouillon. Je vais faire le vecteur de 0, 0 et de 1, 1. Voilà, et puis l'autre, je ferai le vecteur de 1, 1 et de 1, 5. Voilà. J'appellerai ces deux fonctions-là. Voilà, ce qui va me donner ici V1 qui vaudra 1, 1, et V2 là qui vaudra, donc 1 moins ça fait 0, 5 moins ça fait 4, ça fera 0, 4.
D'accord? Donc j'aurai ces deux vecteurs-là. Comment je sais si ces vecteurs-là, ils sont collinéaires? On regarde si les relais sont proportionnels, hein. Mais il y a une manière de faire, c'est calculer le déterminant, hein, c'est le produit ça fois ça moins ça fois ça. Donc c'est 1 fois 4 moins 0 fois 1. Autrement dit, ça serait, le xv1 fois le yv2 moins, oui, puis je vais même pas écrire v, c'est un peu pénible, hein. On va dire que les deux éléments ici, lui s'appelle x1 et x2, et lui s'appelle, pardon, x1, y1, et lui c'est x2, y2 en toute généralité. Donc ça serait x1 fois y2 moins x2 fois y1. Voilà. Donc ça va être ça ma formule. Et si ça vaut 0, ça veut dire qu'ils sont collinaires. Ça veut dire qu'ils sont proportionnels. Voilà, donc ça c'est un peu l'étude que j'ai fait au brouillon. Donc tac, je me lance directement dans la définition de la fonction qui doit s'appeler aligne. Donc question 2, def aligne. Donc ça prend 3 points normalement. Alors, on va les appeler les points, on va les appeler P1, P2, P3. Je les appelle ABC. Je les appelle ABC. A, c'est un point. B, hop, B qui est un point. C'est là. Et C qui est un point. Voilà. Et on veut savoir s'ils sont alignés, hein. Donc la réponse, ça sera un booléen, un bool. J'oublie pas les 2 points après. Voilà, vérification, ça m'a l'air pas mal. Alors, première chose qu'on a dit, c'était bon, éventuellement, là, j'écris mes 3 points pour bien me souvenir qu'éventuellement, il y a écrit des préconditions, mais là, il n'y en a pas. Donc, première chose, c'est calculer les vecteurs. Donc, les vecteurs, on va les appeler, je les avais appelés comment? A et B, moi, déjà? Non, V1 et V2. Ok. Je fais juste un. Alors, V1, ça va être un tuple de int, hein, petit vecteur, égale vecteur de A et B. Donc, je réutilise la fonction précédente. V2, c'est tuple de int, et ça va être un vecteur de B et C. Voilà. Donc maintenant, V1 et V2, je les ai, il va falloir les redécomposer. Donc x1, y1 égale V1, x2, y2 égale V2. Là, j'ai pas besoin de déclarer leur type x1, y1, parce que dans le cas des décompositions de tuples, on n'a pas besoin de le faire. Donc là, je pense que ça fera plaisir à Rebecca. Là, il n'y a vraiment plus d'ambiguïté là avec notation XY. Là, c'est peut-être quelque chose que tu apprécieras plus. Et donc maintenant, on va faire le return du test. Hein. On veut savoir s'ils sont alignés. Et s'ils sont alignés, c'est quand leur déterminant est égal à 0. Hein. Donc peut-être là, je vais faire un intermédiaire juste pour que ça soit clair en fait. Quoi. Donc je vais écrire det. 2 points, c'est un entier. Voilà. Et le déterminant, ça va être x1 fois y2 moins x2 fois y1. Et la condition, c'est return déterminant égal à 0. Hein, si le déterminant est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont alignés. Hein. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'ils ne sont pas alignés. N'écrivez surtout pas, et j'en ai encore vu, if det égal 0, 2 points, return true, else return false. Vous allez perdre des points, donc ça c'est non. D'accord? Non. Non. Vous écrivez jamais ça, quoi.
Vous écrivez directement return de la condition qui est écrite ici. Et puis si c'était if that égale 0, return false, sinon return true, vous retournez une note. Vous mettez différentes zéros. Ça marche aussi. Voilà, question suivante. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vais arrêter de demander à chaque fois si vous avez des questions. Ok, on poursuit. Question 3. Donner la spécification et une définition de fonction alignement. Ah, et cette fois-ci, c'est avec une liste. D'accord, c'est parti. Donc là, on va commencer à avoir des trucs avec des listes, quoi. Bon, alors évidemment, le bon truc, ça serait évidemment d'utiliser la ligne, parce qu'on n'a pas fait le boulot pour rien. Donc ça serait quand même pas mal de l'utiliser, quoi. Donc je vous laisse réfléchir 2 secondes là, essayer de voir un peu comment vous pouvez trouver ça, quoi. Donc l'idée c'est de réutiliser la ligne, hein, on va pas se casser la tête non plus, quoi. Donc ce serait prendre les éléments a priori par 3, quoi. Donc là, sur mon brouillon, j'essaie de voir. Bon là, alignement avec si j'ai juste 3 points comme ça là, bah en gros, je vais pouvoir utiliser la ligne sur les 3 points qui sont là, quoi. D'accord? Si ma liste elle s'appelle L, je vais pouvoir faire un aligne, hein, pour avoir la réponse. Je vais demander aligne de L de 0, L de 1 et L de 2. On peut faire une liste de tuples. Oui, oui, non, on peut faire des listes, des listes de tuples, des listes de listes, tout ce que tu veux, quoi. Voilà, donc là, si j'arrivais, voilà, si j'avais un problème de ce type-là, là, avec seulement 3 éléments, je ferais ça. Pour voir s'ils sont alignés. Et après, s'ils sont tous alignés, bah, ça serait pareil. Donc l'idée, ça serait de voir effectivement pour celui-là, voir si ces 3 premiers sont alignés. Et si c'est le cas, bah, après, on va aller regarder si les 3 suivants sont alignés comme ça. Et là, on est sûr, hein. De toute façon, on vous demande pas de faire. Donc là, les 3 premiers sont bien alignés. En revanche, ces 3-là, là, ils sont pas alignés, hein. Donc l'idée, c'est on va appeler la ligne, hein, successivement sur les paires de 3, quoi. Enfin, sur les triplets, là. Donc je vais essayer de récupérer les 3 premiers éléments de la liste. Là, je vais appeler la ligne dessus. Ensuite, je vais appeler les 3 suivants éléments de la liste, comme ça. Donc ça veut dire que je vais devoir parcourir la liste avec des indices. Donc dans un range. Hein, je vais pas pouvoir faire le parcours de liste avec différents for x in L. Hein. Ce for x in L, il va récupérer directement les tuples. Mais moi, je vais les récupérer. J'en veux 3 par 3. Hein, donc je vais devoir parcourir par indice. Là. Donc les indices i, je vais partir évidemment de l'indice 0. Mais là, il faut faire attention. Où est-ce qu'il va falloir s'arrêter? Il va y avoir un truc avec len de L. Mais si je faisais ça, le problème, c'est que si je fais ça comme ça, je vais arriver à la fin où je vais essayer de traiter les 3 Eva, quatrième. Non, mais là, quatrième, ça serait pas le cas ici. Je sais pas ce que tu veux dire. Fais une phrase. Voilà. Là, il y aura un problème parce que là, je peux prendre les trois éléments ici. Je décale d'un cran, je peux prendre les 3 éléments ici. Je décale d'un cran et je prends les 3. Ah bah non, il n'y a pas 3 éléments, quoi. Et si je décalais encore d'un cran, ah bah non, il y a encore moins 3 éléments, quoi. D'accord? Donc quand je vais parcourir, si mon i, c'est le premier élément à chaque fois, donc c'est le triplet qui commence pour i égale 0, là, ça c'est le triplet qui commence pour i égale 1, et il faudrait que je m'arrête là, que j'aille pas pour 2 et pour 3.
Ça veut dire que contrairement à un parcours de liste où je parcourrais tout le monde, là, au niveau des indices, il faut s'arrêter, ouais. On doit s'arrêter au troisième élément, donc oui, d'accord. On est d'accord, mais là, c'est juste sur l'exemple, hein. Donc, essaie de voir sur l'exemple, là, on essaie justement de répondre en toute généralité, quoi. Donc, Eva, si tu as compris, explique-moi donc du coup, qu'est-ce qu'il faut, comment il, où est-ce qu'il faut s'arrêter ici, quoi. Parce que on s'arrête à 4, mais c'est faux. Ouais, ouais, j'ai pas toujours tout à fait compris. Mais 4, mais non, mais 4, c'est un exemple, quoi. Ouais, pourquoi tu dis 4? Mais 4 directement, je ne comprends pas. Bon, bah, c'est sûrement le chat qui fait qu'on se comprend pas. Donc en gros, il faut que je m'arrête 2 crans avant, quoi. Donc moins 2. Rebecca, t'as pas compris, mais t'as pas compris quoi? Parce que j'ai pas compris, c'est un peu trop vague, quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est que je vais utiliser ma fonction align de la question précédente qui elle prend 3 points à chaque fois. Et pour prendre des séquences de 3 points, eh ben, je vais prendre un i pour l'indice là, et je vais à chaque fois ensuite regarder L de i, je vais regarder L de i plus 1, et je vais regarder L de i plus 2. Voilà. Avec i qui va varier là à partir de 0. Donc quand il vaut 0, je vais comparer L de 0, L de 1, L de 2. Quand il vaudra 1, L de 1, L de 2, L de 3, hein, c'est le suivant ici, là, c'est les 3 suivants ici, etc., etc. Et évidemment, je m'arrête à moins 2 là, pour surtout que quand j'arrive au dernier i ici, hein, que je ne sorte pas de la liste, hein. Surtout pas sortir de la liste, sinon ça va faire une erreur. Et donc, ma même méthode, c'est-à-dire que je vais dire que tous ces points sont alignés à partir du moment où ils sont tous alignés comme ça, les 3. Pourquoi on prend pas les 3? Rebecca, je comprends pas les 3 quoi. On va prendre évidemment les 3, je prends bien 3 à chaque fois. Mais là, il y en a 4. Donc j'en prends 3 premiers, ensuite ensuite les 3 un peu décalés comme ça, quoi. Si je me dis pourquoi on prend pas les 3, je comprends pas la question, quoi. Parce que je les prends les 3, je les prends par 3. Donc la fonction, elle s'appelle alignement. J'ai pas compris pourquoi 2 dans la liste, mais si la liste n'est pas multiple de 3. Mais je m'en fiche qu'elle soit pas multiple de 3, je prends pas celui-là et ensuite les 3 suivants. Je prends ces 3-là, et ensuite je décale juste de 1. Donc que la liste soit pas de longueur multiple de 3, on s'en ouf, hein. Ça n'a aucune importance, quoi. Je sais qu'il y aura au moins 3, voilà. S'il y a moins de 3 éléments, de toute façon, ils sont forcément alignés. Un point tout seul, il est aligné, et 2 points, ils sont forcément alignés, quoi. Mais de toute façon, là, on vous dit, elle contient au moins 3 éléments. Mais là, c'est pas multiple de 3, on voit bien que ça n'a aucune importance, là. Je décale que d'un cran à chaque fois. Donc, elle s'appelle alignement, c'est parti. Donc, on était sur la question numéro 3. Alors, def, alignement. Donc, ça prend une liste L qui est de type liste et avec un L majuscule, hein, très important. Une liste de points, de tuples de 3 points, non, oui, c'est ça. Et voyons voir. Non, liste, non, c'est une liste de points. Liste de points. Voilà, et ça renvoie un booléen. Alors, précondition, il y en a une, hein, on vous dit que la liste, elle est au moins de longueur 3. Donc, précondition, len de L supérieur ou égal à 3. Voilà. Alors, Rebecca, oui, mais avec len de L moins 2. Pourquoi on ne prend pas les 3? Et c'est juste qu'en fait, là, je veux pas avoir les... Parce que quand i vaut 0, c'est lui. Quand i vaut 1, c'est lui. Et quand i vaut 2, ça serait lui. Et je les ai mis en noir. Pourquoi je les ai mis en noir? Parce que j'en veux pas. Bon, je vais pas... C'est pas la question de... J'ai changé... Pardon, c'est i égale 2. J'ai changé de couleur parce que j'en voulais pas. Là, i égale 2, ça serait pas bon. Et lui, ça serait avec i égale 3, c'est pas bon là, parce que là, je peux pas obtenir i égale 3. Je peux pas obtenir L de i plus 1, L de i plus 2 avec 3 trucs qui sont corrects, quoi.
Avec i égale 2, là, j'aurai L de i qui existe, L de i plus 1, c'est 5, 5. Hein. L de i, c'est 5, 5. L de i plus 1 qui existe, c'est 1, 0. Et L de i plus 1 n'existe pas, je suis sorti de la liste. Donc, je veux surtout pas que i soit aussi grand que ça. Donc, je veux qu'il s'arrête avant. Et je veux pas les deux derniers, donc je fais moins 2. Tout simplement, quoi. Alors, on est parti. Donc, on va parcourir cette liste. Donc, je regarde mon for i. Est-ce que j'aurais besoin de déclarer le i, et puis j'aurais besoin d'un booléen aussi. On fera une sortie de boucle anticipée. Ok. Alors, je déclare un i de type int, et je vais dire for i in range de 0 len de l moins 2. On n'oublie pas les deux points. D'accord? Donc là, je fais un parcours de liste par indice. Hein. Donc ça veut dire que je dois utiliser ensuite des L de crochet. Si j'avais fait un parcours directement de la liste, j'aurais été coincé de toute façon. Hein. L'autre parcours de liste, c'est for x, par exemple, in L directement. Mais évidemment, là, je ne peux pas travailler avec ça. Parce que for x in L, ça prend les éléments un par un. Moi, je vais les prendre 3 par 3. Donc je ne peux pas faire for x in L comme ça. Donc je suis obligé de parcourir par indice. Hein. Alors, je vais tester en fait. Si je trouve un triplet qui n'est pas aligné, à ce moment-là, je vais m'arrêter, je vais répondre directement qu'ils ne sont pas alignés. If not aligne de L de i, L de i plus 1, L de i plus 2, deux points. D'accord? Donc, s'ils sont alignés, il m'enverra vrai. S'ils sont pas alignés, il m'enverra faux. Et moi, note, s'ils sont not alignés, s'ils sont pas alignés, à ce moment-là, je renvoie faux. Parce que c'est même pas la peine de regarder les autres. Là, je suis sûr à ce niveau-là qu'ils ne seront pas alignés. D'accord? En revanche, si j'ai fait toute ma boucle en entier et que je suis sorti de la boucle sans jamais avoir vu des non alignés, ça veut dire qu'ils sont tous alignés. Donc là, je return true. D'accord? Ça, c'est typiquement un parcours comme ça avec if, return false et return true. Ça veut dire montrer par exemple que chercher dans une liste s'il n'y a pas de négatif, quoi. Donc dès que je trouve un négatif, hop, je m'arrête, c'est pas la peine de regarder le reste, je réponds, si je vais faire la fonction qui me dit ne contient que des positifs, bah, dès que je trouve un négatif, pop, je sors, je dis bah non, c'est faux. Et si j'ai fait toute ma boucle, hein, vous voyez bien l'alignement entre les deux là, si j'ai fait toute ma boucle, c'est-à-dire si je suis sorti de ma boucle, c'est-à-dire que j'ai jamais fait return false, donc là je fais return true. Voilà. C'est cool, il nous reste 37 minutes. Donc on va pouvoir continuer d'avancer. Bon, je reviendrai en arrière s'il y a une question. Ouais. On va passer maintenant à l'exercice 7.7. Hein, on va sauter quelques exos là pour l'instant. Alors, je comprends pas comment Python calcule. Non, mais ça, c'est pas une question, il va quoi. Je dis ça gentiment, mais essaye de te mettre à ma place. Quoi. Essaye toujours de te mettre à la place de ton interlocuteur. C'est que je comprends pas comment Python calcule. Enfin, c'est limite une question philosophique. Quoi. Enfin, comment il calcule? Bah, il calcule, c'est un ordinateur, il y a un microprocesseur dedans. Et de l'électricité qui passe dedans, voilà. Donc, je comprends pas comment Python calcule. Faut me préciser ta question et je serai ravi d'y répondre. En attendant parce que comme ça prend toujours un peu de temps avec les maths. Oui, c'est Supramax, c'est une manière de voir les choses, quoi. Pourquoi ne pas utiliser la fonction comme ceci? Alors, forêt de sapin. Oui, parce que alors forêt de sapin parce que dans ce cours-là, on se limite vraiment à un sous-ensemble de Python. Et donc, on va pas utiliser donc là, tu utilises une compréhension et tu utilises un all en plus qui est une autre fonction, c'est une fonction en plus qui n'est pas définie. Nous, on se limite vraiment à un sous-ensemble de Python de sorte que, effectivement, on puisse vraiment revoir la base de la programmation, quoi. Parce que utiliser des fonctions qui font tout à notre place, hein, c'est pas trop le but ici, quoi. On essaie de revoir
tout depuis le début et évidemment ce que tu manipules, par exemple le all et tout ça, il y a bien quelqu'un qui l'a écrite cette fonction, là, paramétrée dans les bois et donc plutôt le but dans ce cours-là, ce serait de voir comment all il se calcule et il se calcule justement avec une boucle for comme ça, un return false et un return true de cette manière-là. Donc voilà, on trouve ça plus intéressant de voir comment on fait vraiment en bas niveau, quoi, comment ça marche. Alors Eva, mais comment on fait pour ne trouver la bonne réponse avec cette définition? Oui, c'est pareil, la question n'est pas précise, quoi. Je ne sais pas quoi répondre. Comment il fait pour trouver la bonne réponse? Bah, tu prends un exemple. Ok, c'est parti. On va prendre l'exemple qui est donné ici. Alors, 0, 0, 1, 1, 5, 5, 1, 0. Donc, L ici, 0, 0, 1, 1, 5, 5, 1, 0. Voilà. Comment il fait? Bah, tu fais comme lui, hein, tu regardes. Alors, c'est parti. L, c'est la liste ici. Très bien. For in range 0, c'est bon. Len de L ici, pour moi, c'est un 4. Voilà, donc ça, lui, c'est 4. 4 moins 2. Donc là, tout ça, ça fait 2. Donc il fait range 0, 2. Et range 0, 2, ça va donner, là, les valeurs 0 puis 1, puisque le 2 est toujours exclu. Alors, ça va commencer pour i égale 1. Alors, pour i égale 1, eh ben, il va regarder L0, L de 1, L de 2, hein, avec i égale 0. Donc pour i égale 0, ça va être L de 0, L de 1, L de 2. L de 0, c'est lui, L de 1, c'est lui, L de 2, c'est lui. Donc il va appeler Align sur ces 3 points-là. Align, elle marche, donc elle me dit vrai ou faux s'ils sont alignés. Là, en l'occurrence, ils sont bien alignés, donc Align renvoie vrai. Note de vrai, c'est false, donc il ne rentre pas dans le if. Et donc, il refait un tour de boucle. Maintenant, i égale 1. I égale 1. Donc maintenant, je vais regarder avec i égale 1, ça veut dire que je vais regarder L de 1, L de 2, L de 3. Voilà. J'appelle aligne sur ces 3 éléments-là. Donc sur 1, 1, 5, 5 et 1, 0, là, il va me répondre que non, ils ne sont pas alignés, donc false. Note de false, c'est true. Donc comme le if, là, la condition est vraie, il va aller ici, return false, donc il va répondre faux, qu'ils ne sont pas alignés. Voilà. Donc comment il fait pour trouver la bonne réponse? Bah, voilà, je vais te l'expliquer, c'est mécanique. Et donc ce que je te conseille, c'est à chaque fois que tu écris une fonction, bah, c'est de la faire tourner soit dans ta tête, soit en écrivant les trucs sur un brouillon comme ça, ou en faisant le tableau habituel qu'on fait comme ça, quoi. Mais ça, faut le faire, quoi. Si tu le fais pas, t'écris n'importe quoi, en fait, en te disant: «Bon, effectivement, peut-être que ça marchera», mais il faut vraiment se mettre à la place de Mister Python qui est juste un c'est pas une personne, quoi. Mister Python, c'est un truc débile, quoi. C'est un truc qui n'a aucune intelligence, quoi, et qui, juste exécute des instructions. Et donc vous devez savoir exécuter les instructions et dès que vous écrivez un programme, vous devez, l'exécuter dans votre tête pour vérifier qu'il marche, quoi. Vous devez savoir être sûr qu'il marche. OK, donc on repasse à l'intersection des listes. Je suis ravi que tu aies compris maintenant. Donc question 1. Alors, l'idée de cet exercice, c'est une fonction qui permet de calculer les intersections avec des listes entiers. Alors, je vais juste faire une petite manip habituelle là, pour éviter qu'il me plante encore comme d'habitude. Tac. Donc, c'est là, d'une liste d'entiers, chacune triée dans l'ordre croissant. Alors, important. Donc, la spécification donc, donner une spécification, une définition de la fonction Python qui s'appelle intersection underscore 2 underscore liste au pluriel, qui donne les deux listes, triées dans l'ordre croissant, on va voir la liste des éléments appartenant à la fois à L1 et L2. On exploitera bien sûr le fait que L1 et L2 sont toutes deux triées. Bon. Alors, pourquoi on dit ça? Alors, l'intersection de deux listes, ça veut dire les éléments qui sont à la fois dans la première et dans la deuxième liste. Alors, pourquoi on vous précise le dire, on exploitera le fait que les deux sont triés. Pour ça, il y a une manière de faire qui est quand même assez simple, et c'est justement qui n'exploite pas le fait qu'elles sont triées. Pour avoir l'intersection, c'est que je parcours chaque élément de la première et après je regarde s'il appartient dans la deuxième. Juste dans l'énoncé, ils disent au moins 3 éléments, donc quand il y a 3 éléments, c'est vrai, hein, il faut qu'il y ait tous les. Non, mais quand ils disent que la liste doit avoir au moins 3 éléments, alors je l'ai plus là,
Ça veut dire que j'ai pas le droit d'appeler alignement avec seulement une liste de 2 éléments, c'est tout, quoi. Voilà, qui étant donné une liste, contenant au moins 3 éléments. Donc ça, c'est juste la précondition, quoi. C'est une précondition. Donc c'est pour ça que j'avais écrit len de L est supérieur ou égal à 3, c'est tout. On ne traite pas le cas où il y a qu'un seul élément ou 2 éléments. On dit que la fonction, elle les traite pas. C'est interdit d'utiliser la fonction avec ça. On aurait pu évidemment, virer ne pas faire ce truc-là et dire qu'ils étaient alignés dans les 2 autres cas. Il aurait fallu faire un if supplémentaire, mais là, c'était pas l'esprit de la question. L'esprit de la question, c'était de dire, on met une précondition et puis on s'occupe pas de ces cas-là, hein. On se dit: «Quelle est la personne qui est assez folle pour aller demander, si 2 points sont alignés alors que c'est évident», quoi. Voilà, c'est tout. Donc assertion de 2 listes, voilà. Alors je reprends là ce que je disais. Une manière de faire, c'est que pour chaque élément de la première liste, je regarde s'il appartient à la deuxième liste, à ce moment-là, je le conserve. S'il appartient pas à la deuxième liste, je ne le conserve pas. D'accord? Donc ça, c'est tout simple. Mais donc ça serait, en gros, ça serait une double boucle. Mais en général, évitez de faire des doubles boucles. Donc pour faire ça, vous auriez écrit une fonction appartient. Voilà, vous lui donnez une liste, un élément, elle vous dit vrai ou faux si ça appartient. Et après, vous faites un filtrage en parcourant sur chaque élément de la première liste. Si cet élément appartient à la deuxième liste, à ce moment-là, vous le mettez dans la liste résultat, sinon vous ne la mettez pas dans la liste résultat. Sinon, vous ne faites rien. Et donc, à la fin, vous auriez bien l'intersection des deux listes, quoi. Alors, pourquoi c'est pas efficace? C'est que pour chaque élément ici, vous allez parcourir toute la liste. Pour 0, vous allez chercher le 0 dans toute la liste. Pour le 1, vous allez chercher le 1 dans toute la liste. Pour le 2, vous allez chercher dans toute la liste. Alors que là, on nous dit qu'elles sont triées. Et donc, il y a sûrement une manière de mieux faire, en fait. Alors bon, là, c'est le moment d'avoir des idées, quoi. Et donc voilà. Donc ça, comme je disais, avoir des idées, ça s'invente pas. Faut avoir de l'imagination. Pas une imagination délirante, hein, une imagination qui nous permette d'avoir un monde assez riche dans la tête pour pouvoir trouver des trucs. Bon, alors j'ai des listes qui sont triées comme ça. Donc je vais pas faire l'autre méthode, parce que moi, si je voulais faire l'intersection de 2 listes comme ça et si je savais qu'elles étaient triées, j'aurais une méthode qui serait plus simple que d'aller regarder à chaque fois pour chaque élément, me retaper toute la deuxième liste pour aller voir s'il est dedans, quoi. Puisqu'évidemment, comme elle est triée, on a quand même une bonne idée de savoir où est-ce qu'il se trouve, en fait, quoi. Les listes doivent avoir la même taille. Non, c'est pas obligé, non. Là, c'est vrai que dans les exemples, ils le sont, mais je crois qu'il y a des exemples derrière où c'est pas le cas. Par exemple, là, les listes vides et une liste avec 3 éléments comme ça. Donc non, ils sont pas obligés d'avoir la même taille, c'est pas précisé. Là, elle a 5 éléments et là, elle a 6 éléments. Donc, salle, c'est pas la peine qu'ils aient le même nombre. Bon, l'idée que, en fait, dans la méthode précédente que je vous avais dit, c'était une 2 boucles, en gros, c'est entre guillemets 2 boucles intriquées. Pour chaque élément du premier, je vais parcourir toute la deuxième, quoi. On cherche si l'élément est égal au premier de la deuxième ligne. Oui, mais ça suffira pas, ça. Bon, de toute façon, on va pas passer 3 heures parce que quand même, c'était quand même assez rare que les gens y trouvent la réponse, quoi. Donc je vais la donner. Donc l'idée, c'est d'avoir, donc, on va parcourir les 2 listes simultanément, en fait, hein. Parce que là, dans l'autre cas, c'était pour chaque élément du premier, on parcourait toute la liste du deuxième, quoi, à chaque fois en entier. Là, on va faire ça différemment. Je vais me prendre un indice I pour parcourir le premier et un indice J pour parcourir le deuxième, quoi. Et supramax, on peut pas revenir en arrière, on revient pas en arrière. Non, on reviendra pas en arrière, quoi. Donc l'idée, c'est de prendre un I et un J et les faire, donc ils vont jamais revenir en arrière, ils vont faire que avancer, quoi. Mais ils vont avancer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, si je pars de cette position-là, quoi, où I vaut 0 et J vaut 0, et lequel je vais faire avancer, là? Parce que là, je vois bien qu'effectivement 0 et 3, je cherche l'intersection, 0 et 3, bah, c'est pas la même valeur, quoi. Et donc on fait avancer, ouais, style, on fait avancer I, ouais. Carré inférieur à J. Non, c'est pas I qui est inférieur à J, c'est L de I, enfin, L1 de I qui est inférieur à L2 de J. Donc voilà, donc je vais faire avancer I parce qu'en fait, tant qu'il a t'as pas une, voilà, j'essaie de le faire en gros que I pointe vers la valeur 3 pour éventuellement le conserver. Donc je vais faire avancer I,
Et puis je vais m'arrêter là et à la fin, bah, j'aurais fait avancer I sans jamais trouver 3. Donc là, je vais m'arrêter, le résultat, ça sera liste vide, hein. D'accord? Là, dans le deuxième cas, je vais partir de I et J qui partent ici. Là, ils sont égaux. Ils pointent tous les deux. I et J sont pas, enfin, L1 de I et L1 de J sont égaux. Donc, ils pointent vers la même valeur. Donc, le 1, je le conserve dans la liste, je le mets dans la liste résultat. Et après, là, je les avance simultanément. Donc là, ils avancent. 2, 2, bah, c'est les mêmes. Hop, donc du coup, je les avance. Et ensuite, 3, 3, c'est bon, je les avance. Et après, c'est terminé, on ne peut plus les avancer. Moins 1, ça va donner la même chose. Ça va me donner la même chose. Donc là, c'est juste pour vous dire que s'il y a des doublons, on les conserve, hein. D'une certaine manière comme ça, c'est pas très grave. Là, c'est pareil, je partirai de là. Comme ils sont égaux, les valeurs pointées par I et par J, je le garde. Et donc ensuite, je les avance. Ensuite, il y a 1 et 2, ils sont différents, donc je mets rien. Je vais continuer et je peux plus avancer, donc je m'arrête. Donc ça donnerait le 1. Là, a priori, I pourrait pas avancer, donc ça serait terminé. Alors pour celui-là, c'est peut-être le cas le plus intéressant. On va regarder. Donc au début, ils pointent comme ça, 1 et 2. Bon, ils sont. Et là, je mets ma liste résultat, hein. Ça, c'est LR. 1 et 2, bah, ils n'ont pas une valeur. Je répète que je ne garde que ceux qui ont une valeur commune, hein. 1 et 2, c'est pas bon, donc je fais avancer celui qui est le plus petit, qui pointe vers le plus petit, donc c'est 1. Donc j'avance. Maintenant, 2 et 2. Ah, là, c'est bon. Donc là, je garde le 2 et j'avance. Du coup, dès que j'ai trouvé un commun, je fais avancer les deux. Voilà. 2 et 3, bah, c'est pas les mêmes. Donc j'avance celui qui est le plus petit. Donc j'avance celui-là. 3 et 3, c'est bon. Je le garde. Alors excusez-moi, je vais vous laisser réfléchir à ça parce que j'ai un petit truc à faire là. Ok, donc on est reparti. Désolé, donc je poursuis là où j'en étais là. Donc là, 3 et 3, donc c'est une valeur commune, donc on le conserve. J'avance, du coup, dès qu'il y a une valeur commune, j'avance les deux simultanément. 4 et 4, valeur commune, je le conserve. Et je les avance. Et là, je ne peux plus les avancer, donc je m'arrête. 2, 3, 4, hein, c'est bien le résultat qu'on avait ici. Donc, comme il n'y a pas de questions sur le chat, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris. Super. Donc voilà. Donc les règles qu'on vient de trouver là sont les suivantes, quoi. Donc I et J,
Donc c'est des entiers là, des indices, hein, sur chacune des deux listes. On compare L de I et L de J. Alors si L de I est égal à L de J, d'accord, si les cases à ces indices-là sont les mêmes, on met, bon, la valeur commune, donc c'est L de I, hein, parce que de toute façon ils sont égaux. On met L de I dans LR. Voilà ce résultat. Et a priori, si c'est pas le cas, et on avance, ouais, et je vais dire I++, J++. Voilà, donc en gros, je les avance, hein. J'avance I et j'avance J. Sinon, si on n'est pas dans ce cas-là, hein, je suis pas obligé de faire, on va les comparer, on va regarder quel est le plus petit des deux, quoi. Donc, si je regarde ici, hop, donc si L de I, il est inférieur à L de J, bon, à ce moment-là, j'avance le I. Et inversement, hein, si c'est L de J qui est le plus petit, j'avance le J, quoi. Voilà. Donc là, on a tous les ingrédients. Évidemment, on les fait avancer et on les fait pas dépasser, hein, d'accord? Donc, comme je dois les faire avancer indépendamment l'un de l'autre, on va pas pouvoir faire une boucle for avec un range, hein, parce qu'avec un range, on est obligé ils avanceraient simultanément tout le temps, quoi. On va faire un while. Donc, intersection de liste, on est parti. Comment il s'appelle le truc? 7.7. Hop. Ouais. Exo 7.7. Première question. Def. Intersection. Vous êtes encore là avec moi là ou pas? Vous avez profité de ma légère absence pour tous disparaître. Alors, intersection de listes. Oui, merci Supramax. Donc, on va prendre deux listes L1, donc qui est de type liste de int, L2 de type liste de int. Là, j'ai pas la place, donc je vais mettre la flèche ici, et ça renvoie une liste de int, 2 points. Voilà, c'est pas mal. N'oubliez pas le grand L à liste, hein. Alors, préconditions. Évidemment, il y a des préconditions, elles sont indiquées dans l'énoncé, hein. L1 et L2 sont triées dans l'ordre croissant. Voilà. Alors, j'ai oublié d'écrire précondition, hein. Je vais rajouter. Précondition. Hop. Donc, on est parti, on va faire ce qu'on dit. Alors, pour faire ce qu'on dit, ce que j'ai dit en fait, donc il va falloir un i qui est un entier et qu'on va initialiser à 0 le premier indice des listes, hein. Il me faut un j qui est aussi un entier, qui va valoir 0 aussi, qui est l'indice aussi de la deuxième liste, quoi. Et je vais devoir avancer tant que je suis pas arrivé à la fin d'un des deux, en fait. Donc on est parti, donc ça va être un while, donc je continue, tant que i est strictement inférieur à longueur de L1 et que j est strictement inférieur à longueur de L2, d'accord? Ça veut dire que si j'arrive à la fin, donc dès que i est supérieur ou égal à la longueur de L1 ou j est supérieur ou égal à la longueur de L1, donc si je veux arriver à la fin de la première ou à la fin de la deuxième, je m'arrête, hein. C'est plus la peine de chercher des intersections si je veux arriver à la fin d'une liste, hein. Ce qui fera le cas aussi que si la longueur de la liste L1, dans un des exemples, elle est vide, bah ça c'est tout de suite faux. Et donc un faux avec un et c'est faux, et donc là il va jamais faire aucun tour de boucle, hein.
ce qui est bien ce qu'on veut, parce que l'intersection avec une liste vide, c'est forcément une liste vide. Alors, il y a un truc que j'ai oublié, je vais le rajouter ici. Il me faut aussi la liste résultat LR, qui va être une liste d'entiers, que je vais initialiser à la liste vide. Voilà. Donc ça, c'est classique, hein. On prenait liste et résultat, et puis on va faire des appends de dedans au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? On avait dit que si L1 de I égale à L1 de J, hein, donc si je regarde dans la première et je regarde dans la deuxième et ce que j'y trouve, c'est la même chose, à ce moment-là, il faut que je le conserve. Donc lr.append de, bah, comme c'est leur valeur commune, c'est L2, hein, bah, L1 de I par exemple. Ou L2 de J, de toute façon, ils ont la même valeur, hein, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, donc je garde ça dans les résultats, c'est une valeur qui est commune, donc elle est dans l'intersection. Alors, sinon, donc sinon si, parce que là, en vrai, il y aura 3 cas. Sinon si, donc elif, sinon, bah, si on n'a pas d'égalité, ah, j'ai oublié un truc. J'avais dit aussi qu'il fallait augmenter les deux valeurs, hein. Donc i égale i plus 1, j égale j plus 1. D'accord? Elif, je vais un peu serrer, hein. Donc si L1 de i est strictement inférieur à L2 de i, d'accord? Comme c'est un elif, hein, il faut mettre une condition, c'est else if, hein. Donc si lui est plus petit, je vais augmenter i. I égale i plus 1. Et sinon, le dernier cas possible, il n'y en a qu'un seul, hein. On a déjà traité le cas d'égalité strictement inférieur. Donc l'autre cas, il n'y a pas besoin de le tester, hein. Dans tous les autres cas, c'est le cas où L1 de i est strictement supérieur à L2 de i. Donc à ce moment-là, else, deux points, ligne suivante, décalé, j égale j plus 1. Voilà. Et à la fin, bah, non, j'ai gardé dans LR, je n'ai conservé que les valeurs qui étaient communes, en fait, quoi. Et là, j'ai bien exploité le fait qu'elles étaient triées, hein, parce qu'évidemment, cette fonction ne marcherait pas si les fonctions n'étaient pas triées, hein. Donc, si on est bon, là, aligné avec le return de, excusez-moi, parce que un truc qui cache, return LR. Voilà. Alors, je vais me relire rapidement, là. Si vous avez détecté une erreur aussi, n'hésitez pas. Alors, préconditions L1 et L2 sont triées dans leur croissant, très bien. Je prends LR qui est vide, alors on me dit quelque chose. On risque pas d'ajouter deux fois le même. Alors, oui, enfin, shadow owned, mais d'après ce que j'ai vu dans les exemples ici, bah, on le veut, quoi. Par exemple, ici, intersection de 1, 1 et 1, 1, on va trouver 1, 1 aussi, quoi. Donc, effectivement, shadow, on n'essaye pas de virer les doublons. Donc, ça fait partie de. Voilà. Si jamais on imposait en plus comme précondition que les éléments sont 2 à 2 distincts dans les listes, bah, à ce moment-là, on n'aurait pas de problème, quoi. Mais comme on les a autorisés, la fonction est super laxiste de ce point de vue-là, quoi. D'accord? Mais c'était une bonne remarque, hein. Donc là, on s'en fout. Alors Lisa, L1 strictement inférieur, L1 de I inférieur. Oui, bah effectivement, j'étais pas encore arrivé là, mais c'est un J ici. Voilà. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Ça aurait fait un petit bug. Et c'est pas longueur de L1 moins 1 vu qu'on n'est pas en boucle for. Enfin, ça serait la moins 1 si j'avais mis inférieur ou égal, mais j'ai mis strictement inférieur, sale. Donc, comme j'ai mis strictement inférieur, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, I égale plus 1, J égale plus 1, hop, 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 ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà. Donc voilà pour l'intersection de un triangle de liste, il nous reste 10 minutes. Ok. Alors, sur une liste d'entiers, maintenant on va faire intersection telle que renvoie la liste de rien appartenant à chacune des listes de L. Ah oui, d'accord, parce que là, elle s'appelait intersection de listes. Ah, maintenant on va à l'intersection généralisée. Ok, bon. Donc là, ça va être le même principe, hein, mais sauf qu'on va les prendre par deux, hein. Vous vous souvenez, on avait fait le truc, on les prenait par trois. Là, à chaque fois, on va récupérer une nouvelle liste. Je fais les deux premières, j'en fais une. Je prends l'intersection et en fait, je reprends l'intersection avec la suivante, etc., etc., quoi. Donc, question 2, def intersection
Donc ça prend une liste, alors on va lui donner un nom, LL. C'est une liste de int. Et ça envoie une liste de int. D'accord? C'est une liste de int, hein. Ça se voit, hein, il y a 2 crochets là, hein. Donc ça, premier crochet de la liste, et puis à chaque fois on a une liste à l'intérieur, hein. Alors les éléments de précondition, cette fois-ci je vais pas oublier de l'écrire. Précondition, les éléments de LL sont des listes triées dans l'ordre croissant. Voilà, hop, donc on est parti. Donc à chaque fois, il me faudra une liste L de type liste de int. Et on va parcourir ces listes. Alors il faut les parcourir 2 par 2, donc on va encore se retrouver avec une boucle for. Donc il me faut un i de type int. Et je vais dire for i in range. Donc là, je suis obligé de passer par range parce qu'il m'en faut 2, hein. De 0 à len de L. Évidemment, pour avoir les deux, quand je vais arriver à la fin, hein, il faut surtout pas que je me place sur le dernier élément. Parce que le dernier élément et le suivant du dernier élément, il n'y en a pas. Donc d'accord. Donc il faut que je m'arrête à l'avant-dernier pour pouvoir traiter le dernier cas, ce serait l'avant-dernier. Est-ce qu'il faut vraiment que... Non, on va pas faire comme ça. Ouais, on va faire c'est encore plus simple, hein. Il n'y a pas besoin de les parcourir 2 par 2. En fait, il faut que je compare à chaque fois. Il faut que je fasse intersection de la liste que je suis en train de regarder avec donc L liste de int et LR, la liste résultat d'intersection, qui est aussi une liste de int, L que je vais initialiser à... Voilà. Alors je pense qu'il faut dire aussi comme précondition et, et LL non vide, hein. Voilà. Donc LR, la liste résultat, ça va être une liste d'entiers qui va être l'intersection de tout le monde. Initialement, je vais lui donner LL de 0. D'accord? Je supposais au début que l'intersection de tout le monde, c'est la première liste. Et ensuite, je vais dire for... Ah, mais je vais être encore... Ouais, c'est pas très, quand même, très gênant, quoi. For L in LL. Pour chaque liste de LL, je vais remplacer LR par intersection de LR avec LL avec L. Voilà. Donc j'intersecte à chaque fois. Bon, au début, je parle d'une liste qui a les éléments de L0. Ça, c'est je ne peux pas partir de la liste vide parce que si je commence à faire des intersections avec la liste vide, je vais avoir que des listes vides. Donc je prends le premier élément comme liste de départ. Et à chaque fois, cette liste de départ, je l'intersecte avec la liste que je suis en train de regarder et je dis que c'est ma nouvelle liste et tout. À nouveau intersecté, quoi. Et après, je le refais avec le suivant, avec le suivant, avec le suivant. Et donc à la fin, dans LR, j'ai bien l'intersection de tout le monde. Return LR. Pas de point. D'accord? Donc comment ça se passe sur les exemples qui sont là? Bah, je commence à prendre LR qui est cette liste-là, et je vais parcourir ensuite, elle va prendre successivement cette liste-là, cette liste-là, cette liste-là. Donc au début, LR c'est celle-là, et L c'est aussi la même. J'intersecte LR avec L. Bon, je l'intersecte avec elle-même, donc ça ne va pas changer. Je la restocke dans LR, donc LR c'est toujours celle-là. Maintenant L, elle s'avance, hein, dans le for là, for L in LL, hein, elle avance d'un cran dans LL, hein. La grande liste, cette grande liste là, c'est elle qui s'appelle LL, hein, toute cette liste là. Donc elle avance d'un cran, donc maintenant c'est ce truc là. Là, je vois que je fais intersection de LR avec L. Donc l'intersection de cette liste là avec cette liste là, il va nous rester du coup le 2 et le 5. Voilà. C'est 2, 5 du coup maintenant. Et ça, hop, c'est mon nouveau LR, donc c'est plus celui-là. J'avance le L, et maintenant je vais faire intersection de L avec LR, donc de 2, 5 avec ce troisième élément-là. Qu'est-ce que je vais garder? Bah, ça va me donner encore le 2, 5. Quoi.
que je vais restocker dans LR. Et donc le résultat, c'est bien le 2,5 ici. D'accord? J'espère que c'est compris. Donc l'idée, c'est que voilà, j'ai une LR qui progressivement fait l'intersection de tous les éléments depuis le début de la liste jusqu'à l'élément courant que je suis en train de parcourir, en train de regarder avec L. Voilà. Donc voilà, pour parcourir une liste de liste, là, et avec une manière avec un for, hein. LL, c'est la liste de liste, for L, une liste de liste, L, à chaque fois, c'est la liste de liste, quoi. Hop, parfait. Alors, c'est bien qu'il nous reste 5 minutes, hein. Donc là, j'ai terminé pour les exos du TD. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, c'est peut-être un peu complexe, mais n'hésitez pas à les regarder à nouveau. Du coup, là, maintenant, je vais juste regarder les exos qu'on va faire en TME juste après. Donc, on va faire la base de données d'étudiants. Donc, la base de données d'étudiants, on utilise une base de données qui contient à chaque fois un nom, un prénom d'étudiant, un numéro d'étudiant et une liste de notes. Et donc, le type étudiant, vous l'écrirez comme ça dans Mister Python, hein. L'alias étudiant, c'est un tuple avec 2 chaînes de caractères qui correspondent au nom et au prénom, un entier et une liste d'entiers. Donc, ce qui correspond à peu près normalement à l'exemple du cours qu'on vous a donné. Je ne sais pas si votre prof de cours suit bien le bouquin, mais en tout cas, c'est l'exemple. En gros, c'est très proche de l'exemple du livre. Et on fait plusieurs hypothèses. Les notes sont entre 0 et 20. Voilà. Et besoin de donc de type liste étudiant. Donc, on a une liste de tuples, hein. Et on vous donne une petite base de données là qu'il faudra juste rapidement copier-coller pour avoir un truc pour tester vos fonctions, quoi. Donc là, on a à chaque fois effectivement un nom, un prénom, un numéro d'étudiant et puis une liste de notes ici, hein. Et tous les étudiants n'ont pas forcément le même nombre de notes, hein, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Base UPMC de type liste d'étudiants. Alors, il y aura un certain nombre de questions là-dedans. Bon, alors là, c'est l'occasion de vous montrer effectivement comment base UPMC, là, c'est une fonction qui prend une base. Donc là, il n'y a pas vraiment de question, mais si vous définissez une fonction par exemple, je vais faire le truc le plus simple, hein. Une fonction qui s'appelle getNom, par exemple, et qui prend un E de type étudiant. Voilà, et le but, c'est de récupérer son nom. Comment vous feriez? Pour récupérer, alors évidemment, vous écririez des spécifications s'il y a besoin, mais pour récupérer le nom, vous écririez nom, prénom, numéro d'étudiant, note, égale E. Donc, ce qui permet, en fait, l'étudiant qui est de type tuple de 4 choses, là, je le décomposerai en ces 4 éléments-là. Où lui, c'est une liste, lui, c'est une chaîne un nombre, et ça, c'est 2 chaînes de caractères. Donc, je récupérerai ça comme ça, et juste, si ma fonction est juste là pour récupérer le nom, je ferai return de nom. Voilà. Donc, c'est une première manière de faire, quoi. Si vous aviez aussi, par exemple, une fonction qui s'appellerait nom, où on veut juste récupérer la liste des noms des étudiants. Donc, j'aurai une liste L qui est une liste d'étudiants. Donc, vous auriez besoin de récupérer. Alors, j'ai oublié de mettre les types de retour. Donc, dans la première question, là, getNom, ça renvoyait une str. Et la liste là, je voudrais que ça récupère une liste de str, la liste de noms. Alors, évidemment, je pourrais récupérer getNom, hein. Mais là, je vais le faire comme si getNom n'existait pas. Si vous voulez récupérer la liste des noms de tous les étudiants, vous feriez comme ça. Vous déclareriez ce qu'on le déclarerait. Non, c'est un tube, c'est pas la peine. Vous feriez for nom, prénom, num, note, 2 points dans la liste L. Voilà. Il n'y a pas de in, pardon. In L, comme ça, 2 points. Et vous feriez, donc vous auriez une liste résultat LR ici de type liste de str. Donc là, la liste résultat LR toujours du même type que le type de retour ici. Donc initialiser la liste vide, et là vous feriez un lr.append de nom. Parce que là on veut récupérer la liste des noms. Voilà. Et à la fin return lr.
Voilà. Donc ça, c'est la deuxième manière, c'est pour parcourir des listes de tuples comme ça, vous faites comme ça. For, là, vous écrivez votre tuple, comme si vous l'écriviez ici comme ça, mais avec des parenthèses, hein. Comme si vous l'écriviez comme ça, là, pour le décomposer, mais là, vous lui faites directement la décomposition en même temps que le parcours dans L. Donc pour chaque étudiant de L que j'ai décomposé comme ça, et après vous faites un traitement dessus, quoi. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier exo qu'on va faire en TME là tout de suite. Alors évidemment, si là, on ne se sert que du nom, si jamais, vous pouvez écrire underscore à la place de ça, hein, si vous en servez pas, hein. Là aussi, rien. Si vous faut forcément écrire les trucs avec les virgules ici, mais vous n'êtes pas obligé de donner des noms de variables aux trucs dont vous ne servez pas, vous pouvez utiliser underscore à la place. C'est écrit dans le bouquin ou on vous l'a montré en cours sans doute, quoi. Et le deuxième exo qu'on va voir, c'est les carrés magiques, quoi. Donc les carrés magiques qui se manipulent des listes de listes, en fait. Voilà, donc ça, c'est les 2 exos qu'on va faire. Donc on va s'arrêter là. Comme il n'y avait pas de questions, a priori, je pense que tout allait bien. Donc, bah, écoutez, merci d'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure, sur Discord pour faire le TME. Je vous demande, en fait, je veux parler avec chacun d'entre vous. Donc, on va se faire, des conversations sur Discord. Je vais vous prendre un par un, 5 minutes chacun, pour faire le point, en fait, sur là où vous en êtes, sur le devoir maison que vous avez rendu, quoi. On va regarder un peu si vous avez tout fait juste ou s'il y a des erreurs. Et voilà, faire un peu le point avec vous, hein, parce qu'il y a les niveaux sont quand même assez disparates. Voilà, donc on se retrouve dans un quart d'heure de pause, et puis à tout de suite sur Discord. Voilà. Merci et à bientôt. À tout de suite.